Nous sommes au cœur du pays des Samis, le peuple autochtone de Laponie en Norvège. Une des régions les plus au nord de l'Europe, bien au-delà du cercle polaire. Ici, on compte 3000 habitants pour 100 000 rennes. Je m'appelle Isaac Mathis Triomphe. Je suis un éleveur de rennes, du nord de la Norvège, du peuple Sami. C'est un peu comme mon bureau ici. C'est là que les troupeaux se rassemblent sur les pâturages d'hiver. En ce mois d'octobre, les jours commencent à raccourcir. Ce sera bientôt la nuit polaire. Et Isaac Mathis s'inquiète pour son troupeau. Il fait beaucoup trop doux pour la saison. Je vérifie s'il y a de la glace ici. Vous avez vu la neige ici? Eh bien, quand le temps se réchauffe, ça crée de l'humidité qui se transforme en glace. C'est ce qui se passe. S'il y a de la glace, les rennes ne peuvent pas sentir l'odeur des pâturages. Ils ne peuvent pas atteindre la nourriture et ils meurent. Voilà ce qui arrive quand le temps se réchauffe. C'est cette année que j'ai perdu le plus de rennes. Cet automne, on en a perdu jusqu'à 6. Plus que jamais. La région arctique est frappée de plein fouet par le réchauffement climatique. Une montée brutale du thermomètre qui est en train de bouleverser la vie des habitants du cercle polaire. Les changements arrivent si vite ici, 2 à 3 fois plus vite que sur le reste de la planète. La banquise a fondu de plus de 40% en 40 ans. Et tous les experts le prédisent, elle pourrait totalement disparaître en été, dès 2030. Un drame environnemental sans précédent pour les scientifiques et les climatologues. Pourtant aujourd'hui, cette catastrophe annoncée est plutôt perçue comme une aubaine par beaucoup de pays. À l'aube, ce 24 mars 2017, les radars de l'armée norvégienne sont en alerte. Ils viennent de détecter une activité aérienne soudaine à proximité de la frontière du Nord. Les seuls qui l'ont remarqué sont les services secrets, l'armée de l'air et des mers, grâce à leurs radars. 9 avions militaires russes foncent droit sur Vardø, une petite ville au nord de la Norvège. Leur cible, cette énorme sphère blanche, Globus 2, un radar de surveillance ultra puissant, financé par les Américains. Au dernier moment, les avions font demi-tour à seulement quelques kilomètres de la frontière et disparaissent. C'était une attaque synchronisée, très bien organisée, simulée par les avions russes contre le radar Globus. Cela a provoqué un immense scandale en Norvège, étant donné la menace d'une telle action. À Vardø, la tension monte et les habitants sont inquiets. Det på grunn av at vi får et mål for andre makter. Det her en radar som kan se nesten hviten inn I øynene på Russland. Hei Putin, hva synes du han skulle gjort? Han skulle ha knekket den radar for lenge siden. Det var ferdig. Det bare rabalder og bråk på hele radaren. Officiellement, le radar Globus 2 n'a qu'un rôle d'observatoire scientifique.
Il n'y a aucun secret à ce propos et les Russes nous posent régulièrement la question et nous leur faisons toujours la même réponse. C'est le droit de la Norvège. Nous suivons et pistons ce qui se passe dans l'espace et tout autour de notre pays. Et c'est un droit que nous entendons préserver. Certains en Russie disent qu'il a un but stratégique et militaire. Le gouvernement norvégien, lui, répond qu'il a un objectif essentiellement civil. Le réel objectif du radar, c'est l'ancien conseiller militaire au ministère de la Défense, le lieutenant-colonel Tormod Heier, qui nous le dévoile. Le but du radar est en fait de donner une vision complète et claire de la situation sur les missiles russes, leur capacité opérationnelle et leur technologie. En cas de crise, nous serions donc tout à fait capables de contrôler un missile tiré depuis un sous-marin russe vers les États-Unis. Donc oui, vu du côté russe, c'est vraiment une cible hautement stratégique. À quelques kilomètres de là, de l'autre côté de la frontière, la Russie s'arme. Dans le Grand Nord, les anciennes bases militaires soviétiques sont rouvertes. De nouvelles sont construites. Leur nombre a doublé en l'espace de quelques années seulement. Nous avons pu démontrer à travers des images satellites que la Russie est en train de restaurer sa présence militaire en Arctique. Nous avons trouvé des bases dans des endroits où nous pensions qu'il n'y avait rien, avec des équipements militaires parfois très sophistiqués. Des sites comme celui-ci, le Trèfle, le poste le plus au nord de l'armée russe, sur l'archipel de Franz Joseph. Loin de garder le secret, le gouvernement russe fait au contraire publicité de ses bases. Il n'hésite pas à y inviter des journalistes occidentaux, comme ici, sur l'île de Kotelny. Russland schafft in der Arktis Fakten, baut einen Militärstützpunkt nach dem anderen. Bisher sind es 3, 6 sollen es insgesamt werden. Christopher Wanner, le correspondant allemand de Welt TV, a été convié à l'inauguration de la base Temp en avril 2017. Nous avons pu aller avec les militaires sur l'île Kotelny, où se trouve cette nouvelle base. Ce qui intéressait surtout les Russes, c'était bien sûr de nous montrer leurs armes. Et quand ils ont parlé de leurs armes, ils ont tenu à souligner que grâce à ces bases, ils pouvaient contrôler les voies maritimes du Nord. Ces hommes en blanc, ce sont les soldats de la Brigade du Nord, une troupe d'élite spécialement entraînée au combat dans le froid et la glace. Une résurgence de la guerre froide pour défendre l'Arctique que Poutine a remis à l'honneur. Toutes ces mises en scène de Vladimir Poutine ont un objectif, occuper le terrain. Car le pouvoir russe sait que l'Arctique regorge de richesses. Les Russes ont compris ça depuis plus longtemps que tous les autres. Il faut bien comprendre que la Russie exploite des ressources dans sa zone arctique depuis plus de 500 ans. De la pêche, bien sûr, du bois aussi, mais ils exploitent des ressources minières depuis plus de 150 ans. Les champs gaziers de la péninsule du Yamal sont le fer de lance de l'économie russe depuis les années 70. Un incroyable réseau de gazoducs, des serpents d'acier au milieu des plaines gelées, qui sont gérés par la compagnie nationale Gazprom. Aujourd'hui, ils fournissent à l'Europe 40% de son gaz. En tant qu'homme pragmatique et homme d'affaires, Poutine s'inquiète surtout du contrôle des ressources de l'Arctique. Et pour cela, il lui faut contrôler toute cette région. Pour l'instant, le pôle Nord n'appartient à personne. 8 pays sont considérés comme pouvant revendiquer la zone. Les 6 qui bordent l'océan Arctique possèdent uniquement une bande de 200 000 nautiques, environ 370 km à partir de leur côte,
C'est la fameuse zone économique exclusive. Mais Vladimir Poutine lorgne depuis longtemps bien au-delà. Hello and welcome to USGS Corecast. I'm Jessica Robertson. There is an estimated 90 billion barrels of undiscovered, technically recoverable oil in the Arctic, according to a USGS assessment released on July 23, 2008. Quand cette étude est sortie, beaucoup de journaux ont écrit « Ça va être la course pour les ressources, la nouvelle ruée vers l'or en Arctique ». Cela représentait tout simplement l'Arctique comme un nouvel Eldorado en termes d'hydrocarbures. C'était quelque chose d'absolument fabuleux et d'assez incroyable à l'époque. Cette étude révèle donc pour la première fois les richesses du sous-sol arctique. Une carte au trésor avec l'estimation d'immenses réserves de gaz et de pétrole situées en Russie, en Norvège, au Groenland, au Canada et en Alaska. Au total, 30% du gaz mondial non encore découvert et 13% du pétrole seraient dans cette région polaire. Jusqu'à 412 milliards de barils, ce qui représenterait environ 1,8 fois l'Arabie Saoudite ou le Venezuela. Donc c'est faramineux. Une nouvelle qui va aiguiser les appétits pour le pôle Nord. Et 2013 marque donc un tournant pour l'Arctique. Quelques mois plus tôt, la NASA a publié des images satellites spectaculaires du pôle Nord. Jamais la banquise n'est apparue aussi réduite depuis 1980. La banquise arctique a fondu de près de 40% l'été en près de 40 ans. Ça paraît peut-être un petit peu accessoire ou lointain de se dire que dans 30 ans, l'Arctique pourrait être libre de glace l'été, mais en réalité, c'est demain matin. Chaque été, la banquise recule. Chaque année, il est possible de naviguer plus loin et plus longtemps. Une nouvelle opportunité apparaît, l'ouverture de l'Arctique à la navigation commerciale. Le 30 août 2011, un super pétrolier semblable à celui-ci, accompagné par 2 brise-glaces, arrive dans le détroit de Bering. Le Vladimir Tikhonov a traversé l'océan Arctique d'ouest en est, et cela en seulement 7 jours. C'est la première fois qu'un navire de cette taille, avec une cargaison de 120 000 tonnes de gaz, suit ce passage. Cette fameuse route maritime du Nord, qui pourrait être totalement libre de glace l'été, d'ici 2030, et qui suscite un intérêt grandissant. Le passage du Nord-Est est le plus convoité, car il est plus praticable que la route de l'Ouest côté canadien, et que celle du Centre encore prise dans la banquise pour quelques décennies. C'est surtout le chemin le plus court pour relier l'Europe à l'Asie, 12 jours de voyage de moins que par la route habituelle qui passe par le Sud et le canal de Suez. La Russie a énormément investi dans les brise-glaces. Aujourd'hui, c'est de très très loin la première nation en termes de brise-glace du monde. Elle a 2 fois plus de brise-glace que toutes les autres nations réunies. Un jour, nous espérons qu'il pourrait y avoir une navigation maritime pendant toute l'année. Cela implique que le long de la route maritime du Nord, les brise-glaces fonctionnent l'été comme l'hiver. Nous n'en sommes pas encore là, mais cela devrait arriver vers 2030. Avec ses 50 brise-glaces, la Russie est désormais prête à ouvrir la route à ses méthaniers géants chargés de transporter le gaz vers l'Europe. Mais elle accompagne également tous les bateaux étrangers qui souhaitent passer par l'Arctique russe. Et pour passer, il faut désormais lui payer une taxe. La volonté de Poutine, c'est de dire que c'est notre eau. Payez pour elle et on va vous laisser passer, si vous demandez poliment. On a introduit la notion de secteur arctique russe et on n'y renoncera pas. C'est notre logique et c'est à vous de vous y habituer. En fait, l'État est souverain pour décider s'il autorise ou pas le passage de bâtiments étrangers. Donc évidemment, à nouveau, ce genre d'interprétation va à rebours
de manière évidente du droit international. Car en droit international, c'est la liberté de navigation qui prévaut, même dans les eaux territoriales de chaque pays. Moscou a donc quasiment privatisé le passage le long de ses côtes sibériennes en s'appuyant sur les difficultés de circulation. C'est tout de même une zone du monde où il y a la nuit polaire pendant une très grande partie de l'année, où il fait extrêmement froid, où il faut des équipages qui soient formés, donc qui coûtent plus cher, où il faut de toute façon payer une escorte de brise-glace. Plus la glace recule, plus les autres pays voudront que cette route redevienne une route maritime internationale, et non pas seulement une route appartenant à la Russie. Ce nouveau territoire apporte beaucoup d'opportunités, mais aussi de nouvelles tensions autour de ce nouvel espace navigable. Une autre superpuissance s'intéresse d'ailleurs de près à ces nouvelles routes commerciales. Une nation qui va déployer une diplomatie agressive pour mettre un pied en Arctique. Leur motivation principale reste économique. 90% du commerce chinois se fait par la mer et le réchauffement climatique est perçu comme une opportunité commerciale par la Chine. Pour Pékin, le raccourci par la nouvelle route maritime du Nord est une aubaine. Il pourrait lui faire gagner jusqu'à 2 semaines sur les 48 jours de voyage entre Shanghai et Rotterdam. La Chine pense vraiment à long terme. C'est pour ça qu'ils préparent déjà le terrain, ou plutôt les voies navigables, pour le futur. Le rêve de la Chine, c'est de pouvoir utiliser ces nouvelles opportunités de navigation au fur et à mesure que l'Arctique fond, et de profiter des nouvelles possibilités de pêche et d'exploitation minière. Les conséquences de cet affrontement économique et militaire au sommet du monde se font déjà sentir. Avec un trafic maritime croissant, des exploitations pétrolières et gazières démesurées, l'amoncellement de nouveaux déchets, le pôle Nord est en train de changer de visage. Des changements qui font peser des risques graves sur cette région déjà fragilisée par le réchauffement climatique. Nous avons multiplié les transports, le risque d'accident et le risque de catastrophe environnementale. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si la catastrophe va arriver, mais quand ça va arriver. Une fuite de pétrole dans cette mer glacée serait une catastrophe irréparable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il n'existe pas de technologie efficace pour récupérer du pétrole en cas de marée noire dans des conditions glaciaires. Pourtant, le transport du pétrole a bien lieu aujourd'hui. On peut dire qu'environ 15 millions de tonnes de pétrole par an sont déjà transportées par les voies maritimes de l'Arctique russe. Principalement, c'est pour les marchés d'Europe occidentale. Aujourd'hui, en Russie, vous avez des gazoducs qui sont réfrigérés. C'est-à-dire que donc on réfrigère le sol, on refroidit le sol pour pas que l'infrastructure s'enfonce. Donc on arrive quand même à des aberrations à nouveau cycliques assez inquiétantes. La glace profonde fond et perd de sa stabilité. Il y a des accidents sur les oléoducs et les gazoducs, et c'est aussi une menace pour les 4 réacteurs nucléaires qui ont été construits sur la glace profonde en Russie. Le rêve d'un pôle Nord préservé, dédié à la recherche scientifique et à la sauvegarde environnementale, à l'image du pôle Sud, est complètement oublié. La disparition de cette région unique, essentielle à la vie de la planète et de ses habitants, aura des conséquences irréversibles sur nous tous.